Nous sommes jeudi et vous savez ce que ça signifie. C'est la review de l'AEW Dynamite de la vieille présentée par votre hôte Kozak sur la chaîne des planches. Alors aujourd'hui pas de live, nous ne sommes pas sur twitch.tv/lesplanches comme d'habitude, mais bien sur la chaîne YouTube uniquement. Pas de commentaires de votre part, j'ai pas pu faire de live donc je me permets quand même de faire mon avis, la critique, la review de la veille pour le YouTube. Alors, ne perdons pas une seconde de plus et analysons ce show. Il faut savoir que je ne regarde plus Rampage, je regarde seulement les segments que je trouve importants, les vignettes YouTube pour Rampage, parce que je n'ai plus vraiment le temps pour ça. Mais je regarde toujours Dynamite comme tout le temps en fait. Et on va directement du coup se lancer dans le show de la veille, celui du 3 août 2022. Et le show s'ouvre, si vous me connaissez, par mon plus grand bonheur, par Orange Cassidy, freshly squeezed. Orange Cassidy, vous savez quoi? Je vais le surnommer l'attardé à poche. Voilà, Orange Cassidy sera désormais l'attardé à poche. Quand je dirai l'attardé à poche, sachez que je parle d'Orange Cassidy. Sur ce, l'attardé à poche fait son entrée sur le ring et va affronter Jay Lethal, accompagné de Sonjay Dutt et de Satnam Singh, l'ancien champion TV de la Ring of Honor, battu récemment par Samoa Joe. Et première impression que je vais vous dire, c'est que oh putain, ça y est, c'est l'overdose. J'en peux plus, j'ai overdose de l'attardé à poche. L'attardé à poche, je ne peux plus le voir à l'écran. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que l'attardé à poche est quelqu'un que je ne peux pas supporter, que je ne peux plus supporter, parce que j'accepte les gimmicks comiques, comme par exemple Danhausen, je comprends leur utilité, je comprends l'attrait comique que ça apporte au produit de la AEW. Ce que je n'apprécie pas, c'est quand ce produit comique met en péril la crédibilité des lutteurs qui se font chier pour paraître menaçants, imposants, d'anciens champions, et surtout de bons techniciens. En l'occurrence, Jay Lethal, que je connais pas beaucoup, mais de ce que j'ai vu de lui, c'est un sacré technicien et un excellent catcheur. Et voir les mecs comme ça se faire humilier chaque semaine par l'attardé à poche, ça commence à me gonfler. L'attardé à poche, en fait, c'est Orange Cassidy a le gimmick de se battre avec les mains dans les poches et d'avoir le flegme pour tout. Bref, et tous les lutteurs se font avoir par tous ces petites stratégies à 2 balles que tout le monde va venir, qui utilisent toujours les mêmes, et pourtant, les lutteurs sérieux tombent toujours dans les pièges de l'attardé à poche, pour le plus grand plaisir des fans attardés américains, chose que je ne suis pas, je ne peux pas, je n'adhère plus à l'attardé à poche, j'ai l'overdose de lui, j'en ai marre. Et alors, je vais vous dire un truc, c'est que déjà là, quand je vois cette image, je passe un mauvais moment. Le mec, on va faire un petit diapo, un petit résumé, mais en gros, le match commence, on le voit dominer Jay Lethal, et ça s'enchaîne à l'extérieur, où le mec, sans pression, commence à foutre des coups avec un flegme pas possible dans le cul de Jay Lethal, qui se met à ramper par terre, qui se met à ramper jusqu'au sommet de la rampe. Jay Lethal, ancien champion TV de la Ring of Honor, se fait humilier par un attardé à poche. Voilà. C'est ça que vous applaudissez, c'est ça que vous aimez, c'est ça que vous suivez, c'est ça que Tony Khan met en avant chaque semaine, c'est avec ça que Tony Khan ouvre son show à AEW Dynamite. Je vais vous dire un truc, je regarde les shows sur internet, excusez-moi pour ça, je regarde les shows sur internet, donc je peux passer, et je vais vous dire un truc, j'ai passé le match. Dès que j'ai vu cette image, j'ai fait, allez tu sais quoi, cut, on passe à autre chose parce que j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Mais si je suis un spectateur américain, que je tombe là-dessus sur ma télé, un spectateur lambda, je tombe là-dessus, croyez-moi que je zappe, il est hors de question que je regarde une seconde de plus de ce produit. C'est ça, le catch est de retour, vraiment? C'est ça le vrai catch? Beaucoup de fans nazis de la AEW sont en mode « Ouais, c'est la AEW, c'est parfait, etc. » Non, c'est pas parfait, ça c'est de la merde. Ça c'est de la grosse merde. Et je suis désolé, si je vois ça à la télé, je zappe directement. C'est l'opener de ton show. C'est l'opener de ton show. Tony Khan avait fait la même connerie il y a quelques semaines avec son opener où Wardlow défendait pour la première fois son titre TNT. Wardlow, le mec extrêmement over, opener face à Orange Cassidy pour le titre. Wardlow était quasiment humilié. Wardlow a eu du mal à battre l'attardé à poche. Stop. Stop. Tony Khan a des catcheurs extrêmement talentueux. Il a CM Punk, il a Bryan Danielson, il a Ricky Starks, il a Powerhouse Hobbs, il a Miro, il a Malakai Black, il a Jay Lethal, il a Samoa Joe, il a plein de catcheurs, il a Claudio Castagnoli, il a plein de catcheurs extrêmement talentueux. Des catcheurs qui, par leur savoir-faire et par leur sagesse, peuvent vraiment faire des merveilles et pour refaire un vrai retour un vrai retour du catch. On a vu les rivalités entre CM Punk et Eddie Kingston. Putain, la rivalité et MJF, il est où MJF? C'est le deuxième plus grand talent de la AEW.
Il est dans le top 3 avec CM Punk et Bryan Danielson. Il est où MJF? Ce gamin est en or. Je me rappelle de ce gamin, il a mon âge. Ce gamin est en or. Il est où? On veut tous voir MJF. On veut tous voir Punk. On veut tous voir Danielson. Danielson s'est fait battre clean la semaine dernière par Dan Garcia. Et j'y reviendrai aujourd'hui. J'ai trouvé ça super la semaine dernière, mais j'y reviendrai aujourd'hui. CM Punk est absent. Ok, il est blessé, il n'y a pas de problème. MJF, on n'entend plus parler, vous voulez le couler. Vous coulez MJF, vous voulez nous faire oublier MJF alors que c'est votre gamin le plus talentueux. Et à la place, vous nous mettez en avant l'attardé à poche. Allez vous faire foutre. Et je suis salé là-dessus. Je suis désolé d'être aussi salé parce que la WWE propose des bonnes choses. Et ce show a proposé des bonnes choses. Ce show a proposé d'excellentes choses. Mais ça, c'est de la merde. Voilà. Donc comme je vous dis, j'ai passé le match. À la fin, oui, je vais même pas commenter. À la fin, Jay Little parvient à faire son finisher et bat l'attardé à poche, fort heureusement. Il fait une petite promo en provoquant Wardlow en lui disant de ramener son cul avant qu'il casse la jambe d'Orange Cassidy. J'étais en mode, allez vas-y, Wardlow n'intervient pas. Malheureusement, Wardlow intervient, j'étais un peu dégoûté. Vient alors le promoteur de Jay Little qui propose à Wardlow de mettre son titre en jeu ce samedi face à Jay Little. Cool, on aura une belle affiche, Wardlow contre Jay Little, le match va être super. Aucun problème à ce niveau-là. De toute façon, les deux catcheurs, leur point commun, c'est qu'ils ont chié pour battre l'attardé à poche. Voilà, c'est ce qui unit ces deux catcheurs. Wardlow accepte. Wardlow est génial. Hein. D'ailleurs, quand je pense aux catcheurs, vous avez Wardlow aussi. Mettez Wardlow en avant. Mettez Wardlow en avant. Putain, le mec, il est over de ouf. Il est parfait, il est charisme. Il est super, Wardlow. Il est super. Ok. Bon, le sel est passé. J'aurai 3 petites choses maintenant à reparler dans le show. Des petites choses moins graves, des petits détails qui m'ont un peu dérangé, mais sinon il y a eu surtout du positif. Voilà. On va parler de ça, donc ceci est un peu positif. À chaque fois, je fais un top 5 des segments du show par semaine. Celui-là, je lui ai mis la place de 5e meilleur segment du show cette semaine. Le retour de l'Undisputed Elite, le retour d'Adam Cole, entouré de Kyle O'Reilly, Bobby Fish, ainsi que les Young Bucks qui traînaient un peu, qui n'avaient pas vraiment de programme. L'histoire des Young Bucks dans la semaine dernière, c'était que par exemple, un segment hyper intéressant, les Young Bucks la semaine dernière, étaient un peu dans la tourmente parce qu'ils cherchaient un partenaire pour les matchs à 3, pour le tournoi à 3, pour les titres à 3 qui vont avoir lieu très bientôt. Et Adam Cole est absent, Kyle O'Reilly est blessé, Bobby Fish, il va très bien, mais on le mentionne pas, et on va en reparler, et Kenny Omega est absent aussi. Bref, il y avait Adam Page qui traînait autour de ça. Et c'était en mode, est-ce qu'on va demander à Adam Page? On sent une petite tension sur est-ce qu'on va vraiment demander à Adam Page de venir nous rejoindre après tout ce qui s'est passé. Bref, la base de l'histoire est super. Adam Cole, du coup, je vais mentionner un truc. Adam Cole est revenu. La pop de la foule était pas dingue. C'est peut-être dû au fait que Adam Cole, depuis qu'il est arrivé à l'AEW, il est pas ouf. Qu'on s'entende bien, il fait des bons matchs, mais il n'a jamais eu l'aura qu'il avait eu à NXT à l'époque. Adam Cole n'a jamais réussi à retrouver l'aura qu'il avait à NXT à l'époque. En tout cas, à l'AEW. Une fois ce segment terminé, nous en reviendrons, mais j'espère qu'Adam Cole, maintenant, va pouvoir retrouver le charisme et l'aura et le star power qu'il dégageait à NXT. Je pense que c'est possible maintenant et j'espère qu'on va aller dans cette direction et j'espère qu'il va réussir à l'atteindre parce que Adam Cole était super à NXT. Bref, Adam Cole dit qu'en gros, il parle des matchs à 3, il dit que les Young Bucks sont un peu dans la tourmente parce qu'il n'y a personne avec qui s'entourer, ils ont personne avec qui s'adresser. Adam Cole est toujours ne peut toujours pas participer au match, est toujours médicalement pas clear participer, pareil que Kyle O'Reilly. Et Bobby Fish, apparemment, ils n'ont même pas parlé à Bobby Fish pour être leur partenaire. On sent déjà qu'il y a une division. Comment ça, Bobby Fish ne peut pas intervenir? Bon bref, c'est pas très grave. Et suite à ça, il a aussi parlé, Adam Cole dit qu'en gros, il a passé tout son temps à réfléchir à ce que c'est que d'être un chef et à réfléchir au sens de la loyauté. Il a passé beaucoup de temps à réfléchir. Et là-dessus, en parlant de loyauté, il agresse les Young Bucks. Bobby Fish et Kyle O'Reilly agressent les Young Bucks et Adam Cole les vénère. Alors, il n'y a aucune explication claire et nette sur pourquoi Adam Cole les a agressés, mais nous savons pourquoi. Et c'est clair et net, c'est parce que les Young Bucks ont osé s'adresser à Adam Page, et Adam Cole l'a bien senti, que les Young Bucks envisageaient Adam Page pour être avec eux sur les matchs à 3. Et ça, Adam Cole n'a pas pu l'accepter. Et c'est normal, Adam Cole et Adam Page ont été dans une grosse rivalité il y a quelques mois, c'est tout à fait normal qu'ils soient énervés là-dessus. Donc
Même si la raison n'a pas été dit clairement, on comprend les motivations et c'est chouette. Euh, Il y a eu cette réaction de ce gosse que j'ai trouvé exceptionnelle d'ailleurs. Euh, Voilà, je tiens à le souligner. Il pensait à toi, gamin. Euh, Bref, Adam Page intervient sous une pop de la foule. Adam Page, pour le coup, a vraiment une vraie pop. L'Undisputed Era, de nouveau on va les appeler comme ça, s'enfuit. Et on voit Adam Page qui serre la main des Young Bucks, qui essaie à se relever avant de quitter le ring. L'alliance entre les trois n'est pas encore faite, mais l'histoire est super. Dans ce tournoi à 3, il va y avoir cette histoire qui va graviter d'Adam Page et les Young Bucks, ainsi que de l'Undisputed Era. Et c'est super. Alors, je pense que Kenny Omega va intervenir là-dedans dans un moment ou l'autre, c'est sûr et certain. Mais je ne sais pas si c'est la demi-finale ou de la finale qui aura lieu à All Out. Tout ce qui est sûr, c'est que c'est super. L'histoire est géniale. Il y a un vrai programme pour les Young Bucks qui redeviennent du coup babyface. Mais ils sont entourés d'Adam Page. Donc c'est justifié et c'est chouette. Et l'Undisputed Era, je pense, et j'espère qu'ils vont sortir vainqueurs de cette rivalité parce que c'est sur eux qu'il faut mettre la pièce actuellement. C'est sur ces trois bonhommes, ces trois petits bonhommes, cette faction qui est légendaire et qui a su marquer NXT avec des lettres d'or. Bref, 5e meilleur segment, et j'ai dit beaucoup de choses positives. C'est vous dire la qualité du show qui a suivi, malgré mon côté salé au début. Petite promo backstage typique de Jon Moxley. John dit en gros qu'il s'agisse de Jericho ou Utah, c'est le main event de ce soir qui vont s'affronter. Et le gagnant remportera l'opportunité d'affronter Jon Moxley pour le titre. Moxley dit en gros que ce soit Utah ou Jericho, il s'en branle. La semaine prochaine, il cassera la gueule. Voilà, en petit résumé, promo de Moxley typique. On passe. Backstage, on a un petit flashback de ce qui s'est passé le jour même, beaucoup plus tôt. Tony interviewait Christian sur pourquoi il faisait tout ça. Christian a même pas le temps de répondre que d'un coup, paf, une voiture débarque et veut écraser Christian. Christian évite de justesse et c'est Jungle Boy qui est à l'intérieur et qui se fait jarter par la sécurité. Alors, c'est super Jungle Boy. Je tiens quand même à souligner quelque chose. T'aurais pu tuer Tony Schiavone dans le coup. Hein. Dans un monde parallèle, Christian a esquivé la voiture, Tony était paralysé et s'est mangé la voiture en plein fouet. Je tiens à le signaler. Jungle Boy, attention à tes excès de colère, tu peux faire une connerie, tu peux faire une grosse connerie. Oh putain. Et là, Britt Baker et Jamie Hayter face à Thunderstorm, donc Thunder Rosa et Tony Storm. Alors je vérifie juste parce que j'ai noté ce segment. Et oui, effectivement, et vous savez quoi? C'était le meilleur segment du show. Ce match, c'était le meilleur match du show. Et j'ai envie de vous dire, alléluia déjà, ce match n'est pas placé juste avant le main event. Le match féminin n'a pour une fois, ça faisait 1 mois que le match féminin avait la place d'avant main event. Enfin, les femmes n'ont pas la place d'avant main event. Et en plus, elles te sortent le banger de la soirée. Le meilleur match. Et c'était vraiment un très très bon match. Jamie Hayter et Britt Baker sont top. En face, Thunderstorm, j'ai beaucoup parlé de Thunderstorm. Si vous me suivez, vous savez que je trouve cette équipe cringe. Je trouve qu'elle dessert énormément Thunder Rosa. Parce que Tony Storm, je la trouve extrêmement cringe. En promo, dans les faciès, même dans la lutte, elle n'est pas au niveau, je trouve, que les trois autres lutteuses. Et ça, je trouve sincèrement que ça dessert Thunder Rosa d'avoir cette alchimie très étrange avec cette lutteuse qui est très très cringe. Ça dessert beaucoup Thunder Rosa. Putain de merde, Thunder Rosa, c'est la championne de ton roster. Qu'est-ce qu'elle fout en équipe avec une meuf qui est super cringe à faire ah, on est les meilleures copines et tout. Non, 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 on veut pas de ça. Ça dessert vraiment Thunder Rosa, alors que de côté, Jimmy Hater et Britt Baker ont une alchimie naturelle super. Et en plus, elles deux sont super. Alors. Pour parler de ce match, je vais vous parler de... comment dire. En fait, je suis content parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes décisions qui ont été prises dans ce match, mais il y a quand même eu des choix un peu étranges qui ont été faits, mais qui n'ont pas été forcément très très graves. Donc je vais parler de chacune des lutteuses, une par une. Déjà, Britt Baker, MVP du match, elle est top. Elle est top, Britt Baker, elle était dans son personnage, elle a fait quasiment sans faute, elle est malicieuse, elle est vicieuse, elle est expérimentée, elle a l'aura d'une championne, elle a l'aura d'une meuf qui a envie de retrouver le titre. Britt Baker était super. Ensuite, j'ai parlé de Jamie Hayter qui pour moi est ma catcheuse préférée des 4. Je trouve Jamie Hayter extrêmement promoteuse et pour moi il faut la mettre en avant de manière urgente. Et je pense que Tony Khan l'a compris puisque c'est Jamie Hayter, je spoil, qui va faire le tombé pour remporter la victoire sur Tony Storm. C'est super chouette, donc elle a pris un peu la place du body bag avant que Britt Baker reprenne le match en main, mais finalement c'est elle qui a sorti le power move et qui a pris la victoire face à Tony Storm.
Donc il y a quand même un projet de Jamie Hater, on ne la prend pas pour de la merde, c'est chouette, on la met en avant. Donc là-dessus, c'est super. Tic 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 tic. Thunder Rosa, je l'ai mentionné, mais elle fait un peu championne un peu faible. Thunder Rosa, il faut savoir qu'au début du match, c'est elle qui a pris la place du babyface qui s'en prend plein la gueule avant de faire le hot tag à Toni Storm. C'est la championne qui a eu ce spot là. Donc je trouve qu'elle paraît quand même un petit peu faible, même si après elle a pu utiliser son électricité. C'est pourquoi on aime Thunder Rosa, c'est pour l'électricité qu'elle dégage. Et du coup, voilà, elle a pu réussir à raviver les foules. Par contre, je vais mentionner un truc, c'est que dès que Toni Storm, pardon, a le tag, le public s'éteint. Les trois femmes sont super, mais dès que Toni Storm a le tag, le public s'éteint d'un coup. Et c'est pour cause, Toni Storm est clairement la moins sérieuse, la moins legit des quatre. C'est celle qui fait le moins vrai dans ce qu'elle fait. Dans ses expressions faciales, on ne croit pas à son envie de massacrer l'adversaire, de gagner, on n'y croit pas. Elle fait trop Barbie, elle fait trop parfaite, elle fait trop lisse, elle a pas de personnalité contrairement aux trois autres lutteuses. Thunder Rosa est électrique, Jamie Hater est puissante, Britt Baker est vicieuse, Toni Storm, on sait pas. Donc, il y a clairement le point faible du match, c'était Toni Storm. Finalement, c'est très bien parce que c'est elle qui a pris le tombé. Je vais quand même mentionner que voilà, le match était super. Il y a eu des super moves. On a eu ce super plex de la troisième corde par Britt Baker sur Toni Storm. On a eu des near fall qui étaient vachement chouettes. On a eu des super face-off entre Britt Baker et la championne. On a eu ce moment où Thunderstorm envoie un double German suplex. Voilà, c'est des moments qui sont super alors que les deux heals se tiennent les mains. Il y en a ce moment de miscommunication où Britt Baker envoie Thunder Rosa dans le coin et Toni Storm attaque du coup Thunder Rosa, sa partenaire, avant de se manger le gros close-on Jamie Hater pour le compte de 3. Voilà, donc c'était encore une fois de super trucs. On a vu la rage Jamie Hater, elle a la niaque Jamie Hater. Elle a vraiment la niaque, il faut vraiment la mettre en avant. Bref, c'était un match qui était chouette, c'était le meilleur segment du show, c'était le meilleur passage du show. Passons à la suite. Ah, ça c'était super, ça c'était... ça c'était super. On a une petite vidéo qui montre en gros la nuit de noces entre Sammy Guevara et Tay Conti qui se sont mariés à Paris. Donc voilà, on les voit avec ces visuels affreux, hyper niais, mais c'est génial, ça renforce leur côté heel, c'est cool. Et suite à ça, Eddie Kingston voit les choses à la télé et dit en gros, putain, tu sais quoi, Eddie est énervé parce qu'effectivement Sammy Guevara lui a coûté sa vengeance face à Chris Jericho lors de Fighter Fest. Et du coup, Eddie propose à Sammy de s'affronter à All Out. On espère qu'Eddie gagnera enfin un match puisque Eddie, putain, quand je parlais des catcheurs qu'ils ont à la WWE, je disais Warlow, je disais Punch, je disais Danielson, ils ont Eddie Kingston aussi. Hein. Putain, le problème d'Eddie Kingston, c'est qu'il perd tous ses matchs, mais le mec, il est si vrai dans ses promos, il est si intense, si réaliste, putain, ce mec, il est génial, Eddie Kingston, il faut qu'il gagne. Je suis désolé, je sais que Sammy Guevara, c'est peut-être le futur, mais clairement, le talent pour faire vendre des matchs est du côté d'Eddie Kingston, pas de Sammy Guevara. Faut faire gagner Eddie Kingston à l'heure actuelle, c'est sûr et certain. Il a besoin de victoire, cruellement. Le projet Powers Hobbs rentre. Powers Hobbs qui a fait son heel turn la semaine dernière, qui a trahi Ricky Starks, qui s'est retourné face à lui. Powers Hobbs, il est super, Ricky Starks, il est super. La rivalité, elle a à peine débuté et elle est déjà méga hot. Et le mec, il a une entrée. Il y a un projet pour Powers Hobbs. Il y a un projet et c'est trop cool. Entre milieu à la Cody Rhodes à l'époque. Il affronte un jobber qui s'appelle Ren Jones. Bon, il le défonce, hein, voilà, on lui rentre dessus dès le coin dès le début. Power slam, boum, victoire. Victoire hyper dominante, genou sur l'adversaire, c'est génial. Dès qu'il a gagné, il y a Ricky Stark qui fonce sur le ring, méga pop de la foule. Les deux, ils se rentrent dedans. Il y a une intensité qui se dégage, qui est folle, qui est extrêmement réaliste. Hobbs, il parvient à choper Ricky Stark, il lui fait encore un power slam avant de quitter les rings. Les deux, ils se regardent, ils se tuent du regard, putain. Regardez-moi ces visages, ils sont parfaits. Ricky Starks, il est top. Il est monumental, Ricky Starks. Powers Hobbs, il est intense aussi de ouf. Franchement, eux là, eux c'est le futur. Eux, j'y crois plus que Darby Allin, j'y crois plus que Sammy Guevara, j'y crois plus que Jungle Boy. Eux, ils sont fous. Alors, ils sont pas encore au niveau de MJF, parce que MJF c'était vraiment... je sais pas, putain, je parle au passé pour MJF, c'est tellement triste. Putain. MJF c'était vraiment la folie. Mais franchement, eux, ils sont géniaux. Ricky Starks en particulier, Ricky Starks c'est une tuerie ce personnage, c'est une tuerie ce catcheur. Il a le physique, il a le look, il a le charisme, il a le talent, il a aussi l'aura, il est bon micro, il sait faire vendre des matchs. Et regardez-moi ça, en 2 segments, avec un double turn, plus une vieille baston, la rivalité elle est hyper hot. Elle est bien plus hot que Jungle Boy contre Christian, alors que ça fait plusieurs semaines que ça dure. C'est dingue.
C'est dingue le talent qu'ils ont. Petite promo vidéo de Darby Allin qui en gros hype son match la semaine prochaine contre Brody King, excusez-moi. On voit en gros il a tatoué un truc sur sa main. J'espère que c'est pas un vrai tatouage. Parce qu'il va falloir l'assumer celui-là. Oh putain. Ensuite, match, sera le deuxième meilleur segment du show. Alors que je m'attendais pas. En voyant Matt Hardy contre Christian Cage, les deux vieux de quarantenaire, cinquantenaire, je pensais pas que ce serait le deuxième meilleur segment du match. Et pourtant, si. Les gars ont su montrer qu'avec l'expérience et la sagesse dans le ring, on peut faire des super choses. Matt Hardy contre Christian Cage, l'affiche, elle date déjà de plus de 20 ans. Christian Cage est super. Dans son rôle de heel arrogant, vicieux, il est génial. Matt Hardy, il a les raisons d'avoir les boules parce qu'il n'y a pas très longtemps, Christian Cage l'a agressé et Luchasaurus l'avait aussi agressé. Donc là, il a les boules de prendre sa revanche. Le match commence, en soi, c'est le deuxième segment du match, mais c'est un match tout à fait old school, extrêmement chouette. Le heel, c'est le heel, il fait aucun move impressionnant. Le babyface a des super comebacks, il a des petites prises de risque. Christian prend des gros bumps pour son âge. À la fin, le babyface sort une table pour hyper la foule. Je vous montre ici, voilà, les bumps de Matt Hardy, les super images, les visuels. À la fin du coup, Matt Hardy sort une chaise qui fait hyper la foule. Il tourne à la briser, Christian évite au dernier moment. Voilà, Matt Hardy du coup est complètement choqué. Kill switch de Christian, 1, 2, 3, victoire de Christian. Ce visuel sur le dino. Et comme vous le voyez, suite à la victoire, le dino arrive. Alors, où est-ce qu'on va avec tout ça? Le dino arrive, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai pensé. Le dino arrive. Christian le regarde, il a l'air apeuré. Le dino arrive. Là, je me dis, j'espère que le dino va attaquer Matt Hardy. J'espère que le dino va attaquer Matt Hardy. Et montrer à Christian qu'il est toujours de son côté. C'est pas ce qui se passe. Jungle Boy arrive et fait fuir Christian dans les gradins. Ok, Christian est dans les gradins, il est apeuré. On a Jungle Boy qui est sur le ring et Dino qui est à l'extérieur. Là, je me dis, ok Dino, tu vas attaquer Jungle Boy. Dino, attaque Jungle Boy maintenant. Pour que tout cela ait un sens, s'il te plaît, que tout cela mène quelque part. Et il ne se passe rien. Non, on dirait que Dino et Jungle Boy sont effectivement toujours amis. Putain! Pourquoi c'est dommage? Pourquoi c'est dommage? Parce que en suivant cette voie-là, aucun catcheur ne va être élevé. Christian n'a pas besoin d'être élevé. Christian est en fin de carrière. Christian, son rôle, c'est d'élever des jeunes talents. Christian, après avoir attaqué Jungle Boy, a pu élever en 2 semaines le dino. Le dino, un mec qui a un gimmick de dinosaure, a été élevé grâce à Christian en 2 semaines. On avait un heel monstrueux, un manager Christian qui parlait à sa place, c'était super, ça marchait. Et un parcours de babyface pour Jungle Boy tout à fait naturel. On affronte le dino, on bat le dino, David contre Goliath, match super. On affronte Christian, Christian gagne, Jungle Boy gagne, tout dépend, à voir le projet que vous apportez à Jungle Boy. En promo, c'est un petit peu faible Jungle Boy pour l'instant, il se bat extrêmement bien, il est très bon en rôle de babyface dans ses combats, il a beaucoup de qualité. Il faut prendre le temps, il faut qu'il grandisse. Non, à la place, on va avoir Dino et Jungle Boy qui se réunissent de nouveau pour être en équipe pas prometteuse. C'était la hype au début, mais maintenant ils sont méga remplaçables. Il y a FTR qui est sur le panier. Même Sir Strickland et Keith Lee, actuellement champions, sont meilleurs qu'eux, sont plus legit qu'eux, sont plus intéressants qu'eux. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? C'est dommage, hein, il y avait un truc. Alors, dans ma tête, je suis toujours en train d'espérer que peut-être que Dino va à un moment retourner sa veste et attaquer enfin Jungle Boy, mais je commence à avoir des sacrés doutes. Comme j'ai espéré longtemps que MJF allait revenir. Non, faut se faire à l'idée. Faut se faire à l'idée. Bon, excusez, on va continuer un peu dans le sel. Hein. On va continuer un peu dans le sel. Promo backstage de Daniel Garcia. Garcia dit en gros entre Tony Schiavone et dit en gros que voilà, la semaine dernière il a battu Daniel Bryanson, il l'a fait taper, que voilà c'est le meilleur et que la prochaine fois qu'il vient il est prêt à recommencer.
Je vois ça et je me dis, c'est tout les gars, sérieusement, c'est tout? C'est tout? AEW. La semaine dernière, vous nous avez sorti un banger, un match extrêmement important. Dans ce match main eventé votre show. On y voyait Daniel Garcia se battre sans relâche et finir par faire taper votre plus grosse star actuellement, étant donné que CM Punk est blessé. Votre plus grosse star qui faisait son retour s'est fait battre clean par Daniel Garcia. C'était gros, c'est énorme ce qui vient de se passer. Là, vous avez dit, Daniel Garcia, c'est un projet. Il est important. Ce qui s'est passé était extrêmement important. Et là, la semaine d'après, une vieille promo backstage. Mais putain, mais un segment entier. Un segment avec la Jericho Appreciation Society. Un segment sur le ring. Assumez vos décisions. Assumez le fait que vous voulez élever Daniel Garcia. Il a battu Bryan Danielson. C'est pas à prendre à la légère. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ou pas? Imaginez que vous êtes booker à l'AEW. Vous avez envie de fidéliser vos fans et de leur faire comprendre des choses et de les investir dans les catcheurs. J'ai envie d'être investi en Daniel Garcia. Il a battu Bryan Danielson. J'ai envie d'être investi en lui. Avec ça, vous me dites non, c'est pas intéressant. Sois plus investi dans la tarte à poche. Il a ouvert le choix après tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un sacré problème avec ça. Ça peut paraître du pinotage, mais croyez-moi, c'est des détails qui sont bien plus importants qu'ils en ont l'air. Bien plus importants qu'ils en ont l'air. Vraiment. Par exemple, Ethan Page. Ethan Page, c'est qui Ethan Page? Ethan Page a eu le droit à une promo sur le ring. Pourquoi Ethan Page? Alors, Ethan Page, ce qu'il a fait, c'est juste se plaindre du fait qu'on le voit pas assez, qu'il vend pas assez de t-shirts, qu'il n'est pas hâté toutes les semaines. Et je vous résume, hein, après il y a le promoteur de Jake Cargill qui arrive, qui lui propose ses services. Ethan Page va accepter, et voilà, il a un promoteur. Donc maintenant, Ethan Page va être de plus en plus mis en avant. Super. Pourquoi ça, c'est pas backstage? Ça c'est le futur. Pourquoi ça, c'est backstage? Et ça, c'est sur le ring? Pourquoi? Là, vous dites aux spectateurs, ça, c'est plus important que ça. Il y a un problème. Il y a un sacré problème. Pro backstage. Pro backstage. Anaja elle est pas bonne. Hein. Du coup, c'est un pro backstage de la Jericho Appreciation Society. Anaja elle est pas bonne. En promo elle est pas bonne. J'avais rigolé la semaine dernière à sa promo parce qu'elle en faisait des caisses. Là elle a refait la même chose. Elle fait du Jericho en moins bien. Je me dis, Jericho, il peut s'autoriser à faire des segments ultra comiques. Le mec, il a 50 ans et quelques, c'est bon, sa carrière est derrière lui. Il a fait 1000 choses. Donc maintenant, il peut se permettre de faire des gimmicks à la con et en faire des caisses. Ok. Eux, vous pouvez pas encore le faire. Vous êtes jeunes. Vous devez vous prouver. Vous devez prouver aux autres qui vous êtes. Et c'est pas en faisant les marolles comme ça, en me disant hey, je vais te choke, toi je vais te choke, toi je vais te choke et je choke un mec amateur. Ah, c'est peut-être pas possible. L'autre qui dit ah, personne n'y croit, c'est pas vrai. C'est un vieux segment comique. Personne ne va croire en toi, Nadjé. Alors oui, après si tu acceptes, si quelque chose accepte d'être la bouffonne de service et le comique de service, pas de problème alors. Pas de problème. Mais si elle espère avoir un avenir et être prise au sérieux, telle Becky Lynch, tel Britt Baker, tel même Jamie Hatter. C'est pas comme ça qu'elle va y arriver. Ça c'est clair. Oh putain. Le match à stipulation poubelle, le match, sûrement la finalité de la rivalité entre les faux fils et les vrais fils, le Gun Club et The Acclaimed. Le but du match, foutre les deux adversaires dans une poubelle et refermer la poubelle. C'est le 4e segment du show. C'était fun. C'était fun et ça avait du sens. Et surtout, la bonne équipe a gagné et la bonne équipe est fantastique. Alors le Gun Club fait son entrée. Et là, The Acclaimed arrive et directement ils agressent Beacon avec une poubelle. Directement, paf, on envoie sur l'autre Freregon et paf, un coup sur Daniel Freregon. Ils sont tous au sol. Et là, Max Caster il prend le rap. Il dit balance ma musique. Et alors que tous les ennemis sont à terre, il sort son rap. La foule est à fond, il te sort la meilleure punchline. Je vais vous faire prendre votre retraite comme Vince McMahon. Là où la foule elle pop de ouf. Et là t'as le partenaire
Bowens qui prend le micro, qui fait Manchester, je sais plus où ils étaient, la foule qui hurle, ils sont de méga charisme. Hein. Par exemple, quand je disais c'était qui que oui, bah à Jurassic Express. Je préfère The Acclaim, je veux plus voir The Acclaim sur le devant de la scène que Jurassic Express, hein, à l'heure actuelle, vraiment. Hein. Ils sont ouf, ils sont trop forts, ils sont géniaux. C'est pas les meilleurs lutteurs, mais putain, ils sont charisme de ouf. C'est génial ce qu'ils font. J'adore The Acclaim. Regardez la gueule, regardez les gueules qu'ils font, quoi. Regardez ces gueules, ils sont incroyables. Bref, le match est sympa, il est fun. Le Gun Club a surtout l'avantage au début du match. Ils arrivent à foutre Bowens et Castor dans la poubelle, sauf qu'ils résistent. On va avoir des spots où on sonne des coups de dessus de poubelle. À la fin, ça monte au-dessus de la rampe. Il y a Max Castor qui est au sommet et qui va jeter un des frères Gunn dans la poubelle. L'autre est sur la table. Max Castor, paf, descend du coude, on le casse, les deux dans la poubelle, fin du match, victoire de The Acclaimed, méritée, ils ont remporté la rivalité, maintenant ils iront ailleurs et c'est super chouette pour eux. À la fin, bon, il y a un peu un petit spot qui a un peu merdé, ils étaient censés jeter ensuite la poubelle par-dessus bord et il y a eu un peu des petits soucis, la poubelle a failli se coincer dans la rampe et ça aurait pu poser problème au spot. Ils sont arrivés finalement, c'était un peu dangereux, j'ai l'impression, la poubelle s'est rétamée très violemment sur le sol et... j'ai un peu peur pour le Gun Club, j'espère qu'ils vont bien. Bref, on arrive au main event, donc petit récap de ce qui va se passer, le programme des semaines à venir. Ce vendredi à Rampage, John Moxley contre Mons Warner, je ne sais pas qui c'est. L'AEW Interim World Championship est un minor match, donc si Mons Warner remporte, il aura une opportunité au titre. On a les débuts de Madison Rain, je sais pas qui c'est, on verra bien. Ensuite, on a les champions Keith Lee, Swerve Strickland qui affrontent Tony Nese et Josh Woods dans cette rivalité de troisième plan, cette rivalité d'attente. Donc Rampage, on ne regardera pas parce que ça paraît intéressant. Par contre, samedi, émission spéciale, comme il arrive quelques fois par année de la AEW, on a le titre Ring of Honor qui est mis en jeu, Claudio Castagnoli contre Konosuke Takeshita. On a le titre AEW féminin qui met en jeu Thunder Rosa contre Jimmy Hater, c'est cool. Bon, je pense pas que Jimmy Hater va gagner, mais si elle se la met en avant, c'est très très chouette. On aura le match TNT, donc Wardlow contre Jay Lethal, c'est chouette. Et semaine prochaine, Brody King contre Darby Allin dans un coffin match, un match à tombeau. On aura Lucha Bros contre Andrade et Rush, pourquoi pas. On aura Jessica Cargill qui fera un open challenge pour le match TBS qui va sûrement éclater son adversaire. Et on aura le titre intérim de AEW mis en jeu, Chris Jericho face à John Moxley. J'ai spoilé du coup, mais c'est pas grave. Ok, je vais juste mentionner un petit truc très rapidement. La AEW a trop de titres. Il y a trop de titres qui sont affichés à la télé. Alors, encore une fois, le pro catch, le fan hardcore de la AEW qui va regarder Ring of Honor, qui va regarder la AEW, qui va regarder New Japan, il trouve ça génial de voir tous ces titres. C'est un peu le fantasme, pour lui, c'est un peu la méga branlette. Il fait, oh putain, tous ces désirs sont réalisés. Mais prenez en compte le spectateur lambda qui arrive là et qui voit Keith Lee avec des titres, il voit FTR avec plein de titres, il voit Claudio avec un titre, il voit Samoa Joe avec un titre, il voit Thunder Rosa avec un titre, il voit Jessica Cargill avec un titre, il voit Mercedes Martinez avec un titre, il voit CM Punk avec un titre et John Moxley qui a le même titre, il voit bientôt des champions qui ont des mecs à 3 qui ont un titre, alors que c'est des champions par équipe, mais à 3, attention. Il voit aussi FTR arriver avec des titres par équipe de Ring of Honor, des titres par équipe de New Japan. Il voit des fois des mecs de New Japan se ramener avec des titres. Ok, vous voyez où je veux en venir. C'est le bordel. La AEW a actuellement plus de titres affichés à l'écran qu'en prenant en compte les deux rosters de la WWE. Et on a été beaucoup à critiquer le fait que la WWE avait trop de titres dans ses shows. La AEW fait la même chose en pire. Il y a trop de titres. Je comprends, et c'est chouette qu'il y ait des crossovers entre Ring of Honor et à l'AEW. C'est chouette qu'il y ait des crossovers, des porte-à-porte entre New Japan et l'AEW. C'est super, ça crée un peu une sorte de Survivor Series un peu mondial. C'est top dans l'idée. Mais le problème c'est que chaque semaine, je vois plein de lutteurs arriver avec des titres, et que du coup, je me demande qui est la star. Alors, non, moi je la connais, je regarde tous les jours, je sais que Punk est la star, je sais que Danielson est la star, je le sais, je sais que Moxley est la star, je le sais. Mais le spectateur lambda, s'il voit ça, il arrive là-dedans, comment il réagit? Il est perdu. Trop de monde arrive avec un titre. Il faut qu'il y ait quelque chose à qui s'accrocher.
il faut qu'il ait un visage à qui s'accrocher. Il faut qu'il dise, ok, c'est lui la méga star. C'est lui que je vais suivre. Là, il fait quoi? Alors, c'est lui le champion? Attends, c'est le champion de la Ring... C'est quoi la Ring of Honor? Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Il y a trop de titres. Il y a 10 fois trop de titres. Il y a Pac aussi qui a le titre All-Atlantique, on le voit jamais, Pac. À quoi il sert ce titre? À quoi il sert ce titre? C'est... Tout ça, je pense, pour... Tout ça, c'est des décisions qui ont été faites pour récompenser des catcheurs qui ne peuvent pas être récompensés autrement. Le titre A3 a été créé de base parce que Tony Khan voulait récompenser Kenny Omega et Young Bucks. De base, c'est de la blague entre potes. C'est pas quelque chose de sérieux. Il y a un problème dans ces décisions, je trouve. Il y a un gros problème dans ces décisions. On arrive au main event. Wheeler Yuta contre Chris Jericho. Je vais faire assez rapide. Wheeler Yuta rentre. Bon voilà, vous voyez, champion Wheeler Yuta. Le Ring of Honor, le champion pur. Est-ce que c'est au-dessus qu'un champion télé ou qu'un champion du monde? J'en sais rien. Chris Jericho arrive. Accompagné de ses larbins. Claudio arrive parce que voilà, il y a des larbins autour du ring. Il faut aussi que Claudio arrive pour voilà, éviter qu'il y ait des interactions. C'est chouette, c'est une bonne décision. Et au final, le match, du coup, sera fair and square. Le 2.0 va vite se faire expulser du ring et Claudio va les suivre. Le match, il est sympa, mais on est clairement pas sur la même qualité de match que la semaine dernière avec Danielson et Garcia. Parce que effectivement, Jericho, ce n'est pas Danielson. Jericho, il est vraiment âgé maintenant. Il a un peu du mal à suivre. Et Yuta, du coup, ne peut pas briller autant que Garcia a brillé face à Danielson. C'est normal, on n'est pas sur la même trempe. On n'est du coup pas face à un main event de la même qualité. Le match, bah, je vais vous dire, en fait, je l'ai même pas noté, il fait même pas partie de mon top 5, et pourtant c'est un main event d'AEW, il y a vraiment une baisse de qualité par rapport au dernier main event. Bref, c'est un peu dommage, les femmes auraient dû main eventer ce show. J'ai pas grand chose à dire, Yuta a fait des German suplex, il en fait des super, c'est chouette. Jericho fait son Walls of Jericho. On a eu un code breaker fait en plein air, c'était magnifique. Prise de soumission. Judas Effect évité, mais Jericho enchaîne sur un Lion Tamer qui va faire taper Wheeler Yuta. Jericho l'emporte clean, c'est cool, le bon gagnant a remporté. À la fin, il continue à faire son Lion Tamer, donc Jon Moxley arrive pour faire la save est faite. Jericho provoque Moxley par le micro. Moxley et Jericho, voilà, petite promo pour terminer le show. On a pour le match la semaine prochaine, c'est chouette, on aura ce match. Jericho dit qu'effectivement il va bien ramener le vieux Jericho, le Lionheart, il va enfin le ramener face à Jon Moxley. On verra bien ce que cela donne. Jon Moxley doit rester champion, hein. Jericho, ses heures sont passées. Jon Moxley doit rester champion, c'est plus lui la star que Jericho. Mais au fond de moi, je peux pas m'empêcher de me dire que non, la vraie star, c'est CM Punk. Quand CM Punk reviendra, il doit reprendre le titre parce que j'aime beaucoup Jon Moxley, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec le titre. Malheureusement, c'est un bon champion C'est un bon champion de lancement. Mais c'est pas une star, il te fait pas vendre des matchs comme Punk le fait. Il est très bon, Moxley. Il fait partie des meilleurs lutteurs de la AEW. Je tiens à souligner. C'est celui qui fait le mieux vendre des matchs, tout comme Kingston, etc. Mais il n'est pas la trempe de CM Punk. Et je préfère voir un CM Punk Jon Moxley qu'un CM Punk Jericho. Voilà. C'était tout pour cette AEW. J'ai été très salé. Pour moi, le show était moyen. Opener catastrophique. Main event un peu décevant. Match féminin au top qui a sauvé un peu le show. Hobbs et Ricky Stark, super. Christian Matardi, franchement, je m'attendais pas que ce soit aussi bien, vu leur âge. Fin de rivalité entre The Acclaim et Gun Club, c'était cool. Mais ouais, gros problème avec Daniel Garcia. Gros problème avec Christian Jungle Boy et tout ce qui entoure cette rivalité bizarre. Et voilà. Ah si, Adam Cole et Undisputed Elite, c'était cool, c'est intriguant, disons. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la review de Dynamite. Je sais pas si je ferai une review du show de samedi, je verrai. Je suis avec un ami et peut-être qu'on fera une review ensemble, c'est possible. Lui est beaucoup plus fan que moi de la WWE, il est beaucoup plus fan hardcore. Il accède beaucoup plus de choses que moi. Donc ça va être intéressant d'avoir nos deux points de vue là-dessus, d'avoir des débats. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Tchou, bye bye.